Bienvenue au podcast de Familiaux, votre espace de discussion sur les réalités et les défis des professionnels en santé mentale et services sociaux. Bonjour, bienvenue à ce nouvel épisode de podcast de Familiaux. Donc aujourd'hui, on aborde un thème qui est les cas complexes et la psychose. Donc on a le privilège de recevoir Daniel Drouin-Rousseau, qui est psychologue, qu'on va prendre le temps d'écouter. Et on a bien sûr avec Alexandre Francisco, psychologue, et Marie-Josée Courval, travailleuse sociale. Donc notre quatuor aujourd'hui. Donc Daniel, est-ce que tu peux prendre un moment pour te présenter et expliquer ton travail? Oui, bonjour. Daniel Drouin-Rousseau. Donc, je suis psychologue depuis une dizaine d'années. Je travaille présentement à l'Institut de santé mentale, donc Louis H. Lafontaine, département des troubles psychotiques. Et j'ai également une pratique privée là aussi, là, de mon côté. Super bien, merci. Donc Daniel, tu connais Alexandre? Oui. Alexandre, peut-être présenter un petit peu votre lien que vous avez? Oui, Daniel, il a fait ses stages à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, là où j'ai travaillé pendant une vingtaine d'années. Puis à ce moment-là, il était stagiaire. Fait qu'on a eu la chance de l'avoir comme stagiaire. Puis je l'ai supervisé en partie, là. C'était comme une supervision partagée. C'est là qu'on a commencé notre relation. Puis finalement, ça se poursuit depuis ce temps-là. On a fait des séminaires, très impliqué dans les séminaires. Il est très vaillant, puis il connaît ses textes. Fait que donc, on a comme grandi ensemble, on pourrait dire. Même si on n'est pas du même âge, on continue de grandir. Fait que puis avec le séminaire qu'on fait depuis plusieurs années. Donc, malgré le fait qu'on a été déménagé puis qu'on ne travaille plus on travaille à la même place, mais pas c'est tellement grand là-bas à l'Institut, on continue quand même d'être en lien avec nos autres collègues d'HMR. Super. Toi, Marie-Josée, tu vas apprendre à découvrir Daniel aujourd'hui. Exact. Ton intérêt pour le thème aujourd'hui? Plusieurs intérêts. C'est sûr que moi, j'ai supervisé et je supervise encore des équipes en adopsie, donc unité interne ado, hôpital de jour pour adolescents. Donc, les thématiques de la psychose, j'en entends parler. Mais au-delà de ça, je suis très intéressée à démystifier un peu les termes cliniques et les comportements chez les gens. Je pense, entre autres, puis Alexandre, tu nous as souvent dit ça en formation, comment on utilise beaucoup des pathologies ou des comportements pour qualifier les gens. Lui, c'est un paranoïaque, coudon, il délire-tu? Mais en fait, il y a des nuances dans ces terminologies-là, puis je suis très intéressée par ça pour tous les cliniciens, en fait, de tous les milieux. Super. Donc, Daniel, pour commencer, mettre la table, est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi la psychose puis la réalité d'un psy qui travaille justement avec les gens psychotiques? Oui, tout à fait. Donc, premièrement, ce qu'on peut mentionner, c'est ça, c'est que je pense souvent les patients psychotiques, là, si on les appelle comme ça, on les retrouve surtout en institution, donc en hôpitaux. Je pense que c'est quand même relativement plus rare en pratique privée. Pas que ça n'existe pas, mais c'est ça, c'est plus rare. Puis en fait, c'est ça, souvent, je pense que quand on pense à la psychose, en tout cas, moi, c'était mon cas quand même un peu avant, puis on pense des fois un peu aux représentations qu'on a des films. Donc, les grands psychotiques qui sont très hallucinés, puis qui sont un peu presque toujours dans cet état-là, qui crient, tout ça. Je pense que la réalité est beaucoup plus complexe là, dans la vie au quotidien. Là. Premièrement, il faut faire la distinction entre les patients qui vont avoir un épisode psychotique, donc qui vont être hospitalisés, puis qui ont un peu perdu le contrôle d'eux-mêmes, versus les patients qui composent au quotidien avec des symptômes psychotiques qui vont varier à travers le temps selon ce qu'ils vont vivre. Donc, moi, c'est ça, je travaille en clinique externe. Donc, les gens, ils ne sont pas hospitalisés. Ils viennent pour des services, donc pour des services de psychologie. Et en gros, dans le fond, ce qu'on peut dire, c'est ça, c'est que les symptômes psychotiques peuvent côtoyer la vie normale, si on peut le dire. Dans le sens qu'on fait notre vie, mais des fois, peut-être, il nous vient certaines idées ou il va y avoir certains symptômes qui vont être présents, puis ça peut prendre plus ou moins d'ampleur, en gros. Mais le symptôme psychotique, souvent, c'est que il va un peu nous sortir de la réalité. Donc, la réalité est complexe quand même, si on peut dire, mais on s'entend sur une certaine normalité des choses. L'ensemble des gens ont une espèce de sens commun, si on peut dire. Puis des fois, dans la vie, on s'en rend pas compte, mais de différentes façons, on peut être interprétatif. Puis on n'a pas tous la même façon d'interpréter la vie en société, les relations, ainsi de suite. Mais des fois, on pourrait dire que les interprétations vont aller plus loin. Mettons que présentement, je me questionnais, je ne sais pas, sur votre regard à mon égard. On pourrait dire, bon, peut-être que je suis un peu interprétatif, mais je ne pousse pas trop loin.
Mais si je me mettais à penser que vous êtes organisés ensemble, puis que le diable est derrière vous pour me vouloir du mal, par exemple, ben là, vous diriez, Daniel, il sort quand même là, d'une représentation commune. Il sort d'éléments de la réalité sur laquelle on s'entend. Donc, la psychose, ça va être ces symptômes-là, en fait, qui amènent une forme de sortie de la réalité. Ça se présente de différentes façons. Dans le fond, ça se présente de façon un peu plus sévère parfois, où est-ce qu'il y a beaucoup de symptômes. Ça peut être des hallucinations. Donc, on voit, on entend, on ressent des choses là, qui sont pas perceptibles pour la plupart des gens dans la réalité. Ça peut être la paranoïa, donc des vives peurs là, de menaces contre soi. Sinon, il peut y avoir des délires, donc des idées qu'on se construit, des histoires qu'on se construit, qui vont être assez organisées, puis on se dit, ouais, tu sais, ça, encore une fois, là, il n'y a pas consensus, disons, par rapport à ça. Donc ça, c'est un peu le genre de catégorie là, de symptômes qu'on peut voir. Puis peut-être je peux rajouter que souvent, on peut associer ça aussi à certains autres troubles. Souvent, la psychose peut se manifester en soi, donc le symptôme se manifeste, mais des fois, ça va être associé à autre chose. Ça peut être associé comme relativement souvent à la consommation de drogue. Donc, quelqu'un va avoir trop pris de drogue, à un moment donné, ben là, il tombe en psychose, là. Et également, ça peut être associé quand même à la dépression. Donc, des gens qui vont faire des très grosses dépressions, puis ça va tourner à ce qu'on appelle une dépression psychotique. Donc, c'est un petit peu, là, je dirais, un peu ça, les éléments des symptômes psychotiques, puis les principales catégories. Je suis curieuse juste de t'entendre sur la dépression psychotique. Qu'est-ce qui fait qu'on va en arriver là, en fait? Qui ou comment? Est-ce que tu es capable de nous expliquer ça un petit peu plus? Je dirais que c'est assez complexe quand même. Là, on rentre dans toute la question un peu des causes de la psychose en général. Là. Tu sais, je pense que la question ne se pose pas juste par rapport à la dépression, la question se pose par rapport à toutes les manifestations. Tu sais, qu'est-ce qui fait qu'une personne va consommer du cannabis puis ne va jamais faire de psychose alors qu'une autre va en faire? Qu'est-ce qui fait que, tu sais, souvent les symptômes se développent plus adolescence, fin de l'adolescence, début de l'âge adulte, tu sais. C'est sûr qu'il y a des éléments génétiques, tu sais, qui rentrent en ligne de compte. Ensuite, au niveau psychologique, il y a certainement plusieurs variables aussi là, tu sais, qui vont rentrer en ligne de compte. Peut-être on pourra en reparler, là. Mais je dirais que c'est comme un ensemble de facteurs, c'est à la fois génétique, à la fois environnementaux, à la fois psychologiques, qui fait qu'une personne, en gros, va être un peu prédisposée, si on peut dire. Tu sais, la plupart des gens, au niveau de leur personnalité, peuvent, je vais le formuler comme ça, puis vous me direz si ça fait du sens, là, mais peuvent, sous stress ou quand ils vont vivre beaucoup de difficultés, la plupart des gens vont avoir comme des mécanismes pour s'adapter. On parle de mécanismes de coping, si on peut dire. Puis la plupart des gens, à un moment donné, quand ils ont épuisé leurs ressources de coping puis qu'il y a trop de stress, ils peuvent casser d'une certaine façon. Puis on est un peu personne à l'abri de ça, en quelque sorte. Là, plusieurs personnes vivent un stress qui n'est pas trop élevé, ont des bons mécanismes, tout ça, fait que ça fonctionne bien. Mais c'est une possibilité qu'on puisse casser, puis on peut casser de différentes façons. Il y a les gens qui vont casser en anxiété, d'autres, ça va être dépression, puis ben, c'est ça. Certaines personnes qui vont avoir une dépression, qui va être comme très sévère à un certain point, à cause de prédispositions X, Y, Z, peuvent aller jusque-là. Là. Puis, Méchant, je te relancerais sur comment tu pourrais approfondir. Dans le fond, tu nous as fait une super bonne introduction sur comment tu pourrais approfondir, mettons, les grandes catégories de psychose au plan comment ça se manifeste, qu'est-ce qui est le plus sévère, puis peut-être même déjà évoquer peut-être le traitement, là, peut-être pas. Ben, tu sais, en gros, peut-être un des points que je voulais amener aujourd'hui, je pense qui m'apparaît intéressant, c'est que la psychose, c'est quelque chose de vraiment large, en fait. Tu sais, puis moi, dans ma clientèle, c'est très, très, très diversifié les cas que je peux rencontrer, là. Puis, tu sais, pour avoir travaillé en troubles de personnalité aussi avant, puis en psychiatrie générale, puis et beaucoup travaillé en troubles anxieux aussi, là, je trouve que, je travaille en troubles anxieux, je trouve que la psychose, c'est ça, c'est extrêmement diversifié. Parce que on va avoir des symptômes qui vont prendre peut-être des fois plus d'ampleur spectaculaire, un peu. Ouais, on peut dire ça comme ça, exact.
Versus, des fois, ça peut, c'est ça, ça peut être là, des fois, ça peut être pas là, des fois, ça va être assez bénin. Tu sais, la personne fonctionne vraiment bien, un bon fonctionnement, mais il y a un élément, par exemple, là, qui va causer problème. Là, tu sais, mettons, par exemple, je donne un exemple, mais euh, j'avais déjà eu une patiente qui était une professionnelle, là, qui avait très, très bien réussi sa vie. Puis quand on la voyait dans la salle d'attente, là, on pouvait quasiment se demander qui était le patient, puis qui était Qu'est-ce qu'elle fait là? qu'est-ce qu'elle fait là? Tu sais, elle a l'air vraiment bien en santé, si on peut dire. Là. Mais elle, justement, elle avait un problème, mettons, de régulation émotionnelle, en tout cas c'est ma compréhension, là, puis qui pouvait être associée à des hallucinations. Donc, quand elle vivait un stress, quand elle vivait certaines émotions, puis que c'était pas, on pourrait dire, elle se l'appropriait pas, on dit, elle ne symbolisait pas ses émotions, là, elle ne les mentalisait pas, ça se manifestait en hallucination. Donc, elle entendait des voix. Puis, elle arrivait relativement à bien les gérer, puis ça prenait pas trop de place, sauf qu'à un moment donné, justement, tu sais, par exemple, dans son cas, elle a eu quelques hospitalisations parce que si elle avait trop de stress, puis qu'elle avait trop d'accumulation de tension, trop d'émotions non régulées, à un moment donné, les voix pouvaient prendre trop de place, puis là, elle perdait le contrôle. Mais au quotidien, elle arrivait à vraiment bien se gérer, si on peut dire. Là. Donc, c'était quand même assez surprenant de voir une personne comme ça qui a un diagnostic qu'on pourrait qualifier là, tu sais, de sévère, si on peut dire. Mais au quotidien, absolument personne ne pourrait soupçonner ça. Tu sais. Puis la personne, justement, en travaillant sur sa régulation émotionnelle, puis en comprenant un peu qu'est-ce qui gère les symptômes, tout ça, peut arriver à vivre une vie quasi normale. Là, tu sais. Puis pour ne pas dire presque totalement normale. Là. Donc, tout ça pour dire qu'il y a beaucoup là, de variations. Le gradient. Là. De gradients, oui, exactement. Puis, tu sais, on pourrait aussi dire, en tout cas, peut-être, j'ai introduit cette catégorie-là, tu sais, mais il y a des types de patients qui, tu sais, justement, qui vont vraiment voir le côté problématique pour eux de la psychose. C'est-à-dire que dans leur vie, ils sont dans une forme d'état normal, là, qui correspond à une forme de normalité, là, entre guillemets. Puis à un moment donné, ils vont faire une psychose, puis là, ils perdent le contrôle. Puis quand ils reviennent, ils vont dire « Oh mon Dieu, tu sais, je suis vraiment, tu sais, pas content d'être allé là. » En tout cas, tu sais, ça peut être très anxiogène, ça peut être traumatisant pour des personnes de faire une psychose. Puis là, ils reviennent, puis ils consultent, puis ils veulent absolument s'assurer de ne pas retourner là. Ils veulent comprendre qu'est-ce qui fait que je suis allé là, que j'ai perdu le contrôle. Puis là, ça fait que c'est des gens qui vont avoir quand même, en général, une plus grande autocritique, si on peut dire. Tu sais, ils questionnent le symptôme. On dit c'est égo-dystone. C'est dystonique à qui ils sont. C'est différent de qui ils sont. Ils ne veulent pas être ça. Alors qu'il y a des personnes, on pourrait dire de l'autre côté du spectre, qui composent un peu au quotidien avec ces symptômes-là. Puis pour eux, c'est ça leur normalité, si on peut dire, tu sais. Puis encore une fois, ça me fait penser à un patient, mettons, qui est pris souvent avec des angoisses là, assez fortes. Il se demande si justement, si la vie est la vie ou s'il n'est pas dans un monde parallèle, en fait. Puis là, il est constamment un peu en train de se demander ça. Donc, on peut très bien imaginer l'angoisse aussi associée à ça. Puis quand il rencontre des situations qu'il trouve un peu étranges ou quoi que ce soit, bien là, ça devient comme un peu, ça devient un déclencheur de ces questionnements-là. Et quand, justement, on explore ça, tu sais, bien, bon, premièrement, là, il y a une place pour parler là, du vécu subjectif, des émotions, tout ça. Souvent, ça fait du bien là, de pouvoir élaborer sur ça. Mais après ça, il y a tout l'aspect de comprendre un peu l'interprétation. Tu sais. Qu'est-ce qui fait qu'on en vient à faire une interprétation, disons, qui, de l'extérieur, peut paraître inhabituelle, si on peut dire. Tu sais. Mettons, j'invente un exemple, là, mais mettons que l'individu, je sais pas moi, se promène dans la rue, puis là, voit, mettons, quelque chose qui se dit ça devrait pas être là, ça, mettons. Il y a une enseigne, il y a quelque chose. Puis il se dit, ben là, si ça devrait pas être là, c'est peut-être que le monde n'est pas le monde, puis que je suis dans un monde parallèle. T'sais. Qu'est-ce qui fait qu'on va vers cette interprétation-là? T'sais?
Puis là, mettons, on peut travailler à se dire, tu sais, y aurait-il une autre interprétation possible, tu sais? Puis souvent, dans un premier temps, quelqu'un qui va être dans ce qu'on peut appeler l'égosyntonie, donc c'est-à-dire que le symptôme, il n'est pas perçu comme quelque chose d'opposé à soi, bien, la personne va dire, ben, je vois pas. Tu sais, pour la personne, c'est vraiment sa normalité, c'est de le réfléchir comme ça. Puis là, après ça, on va réfléchir avec lui, on va considérer des options, si on peut dire. Puis là, disons, dans un cas comme ça, il y a des gens qui vont refuser l'interprétation Alternative. Tu vas dire, non, je pense pas que c'est ça. Là, tu sais. Puis, OK, il va falloir qu'on accueille ça, il va falloir qu'on respecte ça, puis on va travailler à partir de ça. Mais il y a d'autres gens qui vont dire, OK, ouais, je peux voir. Tu sais, ça n'aurait vraiment pas été ma première interprétation. Mettons que l'enseigne est là parce que, je sais pas, il y a eu une erreur ou parce que je sais pas trop quoi. Ou, tu sais. Puis là, souvent, mettons, là, je rentre un peu comme dans l'intervention, là, mais souvent, ça peut amener à considérer, puis là, je vais le formuler comme ça, puis c'est peut-être pas une formulation parfaite, mais qu'il peut y avoir une interprétation, entre guillemets, psychotique, puis je le dis sans jugement, là, si je précise, là, versus une interprétation non psychotique, mettons. Puis là, il y a des patients qui vont être d'accord avec ça. T'sais, ils vont dire, OK, oui, je vois ce que vous voulez dire, puis là, ça devient comme, il y a une situation, puis on l'interprète-tu en psychotique ou on l'interprète-tu en non psychotique? Puis là, on est comme dans la bonne voie quand on est là, si on peut dire, tu sais. Parce que, justement, tu sais, il y a plus de marge de manœuvre. Pas l'alternative. Exactement, tu sais, parce que si, mettons, justement, dans une journée, je vis plein de situations, plein de stress, plein de preuves que je suis dans un monde parallèle, bien là, l'angoisse va vraiment, vraiment monter. Puis si on n'est pas capable de gérer l'angoisse, à un moment donné, bien là, on peut vraiment le faire un épisode. On se sent débordé par l'angoisse, puis là, c'est... Ben voilà, c'est ça. On peut craquer, si on peut dire comme ça. Alors que si, au fur et à mesure, on est capable de comprendre que, OK, on vit des émotions. Ce genre de situation-là génère une émotion chez moi. J'ai de la difficulté à la gérer. Puis tout de suite, je vais dans une ligne interprétative qui génère mon angoisse, qui augmente mon angoisse. Bien là, peut-être que j'ai une autre option. Tu sais, que, OK, si, mettons, face à ce problème-là, je peux l'interpréter différemment, bien là, je suis capable de réguler mon anxiété, je suis capable de la calmer un petit peu. Puis au fur et à mesure de la journée, bien, je régule mes émotions au fur et à mesure. Puis à la fin de la journée, bien, ça va mieux, puis ben, pas de crise, là. Donc, en tout cas, ça, c'est des éléments qui me venaient à l'esprit là, par rapport à une diversité de cas, puis différentes façons là, d'aborder ça. Là. Oui, je trouve ça intéressant parce que tu mets beaucoup l'accent sur l'interprétation du patient. Puis qu'on essaie de dédramatiser un peu la question. C'est un drame en même temps, là, c'est la psychose, mais l'idée que quand tu arrives avec une alternative, puis que tu lui proposes quelque chose, tu ne l'imposes pas. Exact. Parce que c'est comme, ça a l'air, quand tu le racontes, là, on suit, là, mais c'est pas aussi simple, dans le sens que c'est exact. Parce que quand t'en as un qui dit, non, on est dans un monde parallèle, tout à fait. C'est la grosse job à être capable de respecter, on va dire, respecter le délire du patient. Exact. Il était en train de nous dire de quoi, parce que de quel monde il est question? Il parle-tu de sa famille? Il parle-tu de son travail? De quel monde parallèle il a peur? Il était en peur, tu sais. Mm-hmm. Puis l'idée que moi, j'aime ça la façon dont tu travailles sur, on va scier entre votre perception, un autre scénario possible, puis juste cet espace-là, c'est comme si ça apaise. On n'est pas dans le fantasme qu'on va enlever. Puis surtout que c'est l'idée aussi qu'on n'enlèvera pas la première. Ça serait même on a tous des souvenirs d'un intervenant qui voulait comme casser le délire en disant, voyons donc, c'est pas vrai cette affaire-là. Objectivement, peut-être que oui, mais subjectivement, ça ne l'est pas pour le patient. Je trouvais que tu le soulevais bien, là. Bien, tu amènes un très, très bon point, en fait. Puis, tu sais, il me viendrait 2 points peut-être à l'esprit là, quand je t'écoute. Tu sais, on parlait un peu de psychose et cas difficiles. Je pense que, justement, tu sais, là, on parle un peu de psychose. Je pense qu'un élément, justement, qui peut être difficile au début, puis quand on finit par être dedans, bien, ça devient un peu le pain quotidien, là. Mais je me souviens, j'avais eu une stagiaire, puis voilà, elle travaillait avec un schizophrène. Puis
Puis des fois, elle venait en supervision après les rencontres, puis elle disait c'est vraiment difficile de le suivre, tu sais. Parce qu'on ne s'en rend pas compte, mais en quelque sorte, c'est malgré les différences, tu sais, on s'entend sans s'en rendre compte sur certains éléments communs. Puis là, on peut se retrouver dans une autre réalité où est-ce que notre base commune, ben, c'est comme si on doit un peu la mettre de côté un instant si on veut réellement comprendre le patient. Parce que si on impose notre base commune, si on peut dire, ça peut amener la personne à avoir une autocritique, mais ça peut aussi avoir l'effet un peu pervers de que le patient se sente juste pas compris, en fait, Invalidé. invalidé. Puis il va nous dire oui, 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 mais dans le fond, c'est non, non, non. Exact. Puis là, quand on fait ça, en fait, on n'est pas en train de rencontrer la personne, on n'est pas en train de créer un vrai, comme, un vrai lien de travail, une vraie alliance, si on peut le dire. Puis, pour moi, un peu la conséquence de tout ça, c'est que quand je parlais tout à l'heure de pensée psychotique versus non psychotique, c'est pas vrai, faux, bien, mal, pas du tout. C'est plutôt l'aspect de quelle est la conséquence de telle pensée. Parce que, mettons, le patient auquel je pense, là, justement, qui peut se sentir dans un autre monde, bien, le but, c'est pas d'enlever ça, parce que lui, naturellement, ces pensées-là, elles viennent. C'est ça, sa normalité. Puis de juger ça, ça servirait absolument à rien, c'est de se battre contre quelque chose qui va être là de toute façon. Mais ce qu'on peut travailler avec lui, c'est prendre conscience de s'il y a trop de ces interprétations-là, c'est quoi l'impact de ça? Puis à un moment donné, lui, il finit par reconnaître, il dit, vous avez bien raison, s'il y a trop d'interprétations psychotiques, moi, je fonctionne plus, là. Tu sais? Donc, c'est vraiment d'être dans le soutien à la personne, c'est de l'aider à être mieux avec elle-même. Puis certaines pensées psychotiques, mettons, je termine là-dessus, font du bien aux gens. Tu sais? Un des, entre guillemets, classiques qu'on peut voir dans la schizophrénie parfois, c'est l'opposition en soi entre le bien et le mal. Puis souvent, ça s'incarne entre Dieu et le diable. Fait que c'est sûr que quand le diable nous parle, nous envoie des signes, c'est assez anxiogène, si on peut dire. Tu sais. Mais si c'est Dieu, en général, c'est assez rassurant, en fait. Puis ces gens-là, des fois, ils vont dire, mais là, moi, tu sais, Dieu, il est là, puis il me soutient, tout ça, puis il me parle. Ben, je n'ai pas le goût de perdre ça, là, tu sais. Puis ça, il faut respecter ça. Ça peut avoir une fonction, en fait. Tu sais, Ça a une fonction. ça a une fonction, en fait. Puis on le voit bien quand tu parles de ton patient. C'est, je vais juste faire du pouce sur ce que tu as dit. C'est la grande difficulté pour les thérapeutes d'être empathiques au délire. Parce que ça nous heurte. Ils viennent nous heurter en disant, non, non, à la limite, c'est nous qui sommes invalidés comme intervenants. Parce que Tout à fait. moi, je ne la vois pas, la deuxième dimension ou l'autre partie. Et donc, l'effort que ça me demande, authentique, là, d'être empathique puis de reconnaître la partie du délire du patient sans nécessairement l'appeler comme un délire, votre perception, puis qu'il y a une fonction à ça. Exact. Donc, c'est pas par hasard que c'est ces symptômes-là. Puis je trouvais que tu l'illustrais bien dans tout ce que ça nous demande, alors que ça crève les yeux pour nous. Et non, il n'y a pas de deuxième non. On a juste le goût de dire non, pas vraiment. Mais oui pour lui. Fait que, mais c'est quand même un défi versus quelqu'un qui est névrosé puis qu'on valide versus un psychotique où on n'aura pas défaire son délire. De toute façon, on ne peut pas le faire, là, mais Oui, tout à fait. cet exercice-là d'empathie qui est pas mal plus exigeant. Tout à fait. Puis si on rentre un peu dans la question aussi des cas complexes, on pourrait dire aussi des fois un peu la notion de survivance. Il faut survivre à des situations difficiles où soi-même, on peut se demander, mais comment on peut en fait tout simplement des fois ne pas comprendre, on peut ne pas saisir, on peut se demander qu'est-ce qu'on va faire pour intervenir. Puis maintenant, il me vient un exemple que je trouve quand même intéressant, là. Mais j'avais une rencontre un matin, puis on commence, puis là, la personne me dit ça va bien, Daniel? Puis là, je pense que oui, mais peut-être qu'il y a quelque chose que vous percevez, ou tu sais.
Puis là, elle me regarde, puis elle a vraiment pas l'air sûre, là. Tu sais, je sens qu'il y a quelque chose qu'elle perçoit chez moi, tu sais. Puis, ben, là, moi, je me pose quand même la question, tu sais. Ça reste un peu déstabilisant, tu sais. Est-ce que je me suis couché tard hier soir? Je sais pas trop, J'ai l'air fatiguée. j'ai l'air fatigué ou je sais pas trop quoi. Tu me poses quand même la question, tu sais. Puis là, la personne, mettons, comme, c'est bon, elle dit, non, c'est une impression, tout ça, tu sais. Mais là, moi, je sens bien qu'il y a anguille sous roche quand même. C'est une bonne intuition. C'est ça, exactement, tu sais. Puis là, ben, tu sais, souvent, c'est compliqué, ces choses-là. Tu sais, on peut pas juste forcer le truc, tu sais. Fait que finalement, tu sais, en gros, là, si je résume un peu rapidement, la... j'ai finalement compris un peu vers la fin de la séance, là, à travers un chemin peut-être pas si facile à accéder, là, que la personne, en fait, elle, dans sa représentation des choses, ses frontières entre elle et l'autre sont floues. On va dire sont poreuses. Donc, je peux lire en elle. Et ce matin-là, la personne avait dans ses pensées là, quelque chose de tabou, si on peut dire. Donc là, en début de séance, ben, la personne percevait que j'avais perçu la pensée taboue qu'elle avait. Et donc, elle avait un malaise, puis elle percevait que j'étais malaisé parce que j'avais également perçu la chose. Mais ça, ce genre de mécanisme-là, quand on n'est pas habitué, c'est assez déstabilisant, si on peut dire, là, tu sais. Donc, il faut comme un peu apprendre à comprendre des types de mécanismes, des types d'interprétations qui sortent un peu de la normalité. Puis, ben, c'est ça, au départ, c'est ça pour... ça peut être surprenant là, dans quelques situations. Puis ça demande justement je reviens à la notion de survivance, c'est-à-dire que je comprends pas, je sais pas trop. Quand même prêt avec un malaise. Il y a un certain malaise, exactement. Puis on va accueillir ça, on va être patient, on va être curieux, on va se donner du temps. Puis au fur et à mesure, justement, on découvre, on apprend à connaître, puis on rajoute des variables qui nous permettent justement de saisir comme la personne, tu sais. Mais c'est ça, ça demande une forme de curiosité, ça demande beaucoup d'empathie, ça demande... parce que, ben, dans ce cas-là, par la suite, quand il y avait certains malaises, d'autres situations, ben là, je pouvais faire l'hypothèse, là, est-ce que vous avez perçu peut-être là, que je lisais en vous à ce moment, tout ça, puis, ben, c'est pas mal la réponse, c'est souvent oui, là, tu sais. Fait que là, on peut travailler avec ça, on peut considérer ça, puis on peut, Ouais. c'est ça, empathie, certainement, mais voilà, survivance, ouverture, patience, je dirais différentes. Puis, on peut se permettre de poser des questions. Ben oui, tout à fait. Donc, de s'approcher de l'autre pour comprendre un peu plus. Puis, je fantasmais, là, je voyais une situation dans un des milieux de soins où est-ce que je travaille, en cancérologie, entre autres, tu sais, les milieux de soins de santé physique, les gens viennent pas pour consulter pour leur santé mentale. Ceci étant dit, ils ont des états de santé mentale qui peuvent être fragiles, donc encore plus fragilisés dans des situations de stress comme mes traitements contre le cancer ne fonctionnent pas, je vais mourir. Donc là, il y a tout ce cheminement-là qui se fait. Et les équipes de soins sont nombreuses. Donc, il y a beaucoup de gens, il faut faire confiance aux gens et on peut avoir des situations où les gens ne font pas confiance. Donc, vous me voulez du mal, vous faites exprès, etc. Puis, je suis en train de me dire, en effet, il faut s'approcher pour comprendre. Parce que souvent, quand on travaille en santé physique, on ne travaille pas spécifiquement en santé mentale. Donc, on a tendance à plus répondre et agir. Bien, si vous pensez qu'on vous veut du mal, restez donc chez vous, tu sais. Mais les gens veulent être soignés, les gens ne veulent pas souffrir parce que le soin, c'est aussi les soins palliatifs. Donc, on veut que les gens continuent à venir nous voir. Donc, on peut se permettre de s'approcher d'eux puis essayer de comprendre en quoi, par exemple, ils perçoivent qu'on leur veut du mal. On peut tenter avec eux de construire un soin. Tout à fait. Écoute, je rebondirais brièvement. Ouais, vas-y. Tu m'avais envoyé sur la recherche. Tu sais, dans le fond, c'est ce que tu dis, tu reformules, mais ce que tu as dit, Daniel, c'est prendre la peine de s'intéresser.
même si on trouve ça weird, même si ça nous bouleverse, ça nous met mal à l'aise, l'intérêt pour les intérêts intérieurs de l'autre, ça me fait penser à la recherche que tu m'as envoyée. Un médecin qui se promène à l'hôpital puis qui rencontre des patients qui sont en fin de vie, qui prend 40 secondes. Bonjour, M. Lalancette, comment ça va? Ah, c'est difficile aujourd'hui, hein? Mais écoutez, on vous oublie pas, là, j'ai pris du retard, mais je vais aller vous voir. Votre tranche, ça fait... Ah ouais, ok, ben écoutez, je m'en viens vous voir aujourd'hui. Le niveau d'anxiété descend après 40 secondes. Pas fait une thérapie, là, mais il a juste pris le temps. C'est pour ça que j'entends qu'il fait. De s'intéresser. C'est juste le fait, peut-être que t'étais le premier psy qui, au lieu de dire, mais madame, vous n'êtes pas dans la réalité, là. Non, toi, t'as fait, ah ouais, ok, vous avez un malaise, là. OK. Puis toi, Derek, elle ne te l'a pas dit pendant ces 49 minutes, là. Oui, tout à fait. Ben, oui, tout à fait. Puis c'est tout à fait vrai. Puis j'aurais quand même le goût aussi de rebondir dans le sens que c'est clair que, mettons, par rapport à un patient qui a le cancer, sur un patient qui a un symptôme psychotique, on peut faire ce parallèle-là. Mais je pense que ce qui est encore plus compliqué dans le cas de la psychose, c'est que la personne qui a un cancer, elle a quelque chose qui est très admis de façon sociale. Hmm. Tu sais? Donc, elle arrive là, puis ben, c'est très anxiogène d'avoir un cancer, ça peut générer des angoisses, mais règle générale, il ne va pas nécessairement y avoir de honte. Il peut en avoir, mais ce que je veux dire, c'est que dans la société, quand même, il y a une forme D'empathie, d'empathie. De très grande empathie. Exact. Oui. C'est ça que je veux dire. Oui. Il peut toujours y avoir de la honte par rapport à tout, là, mais disons, le fait que socialement ou dans les représentations de l'entourage, c'est perçu comme quelque chose de difficile pour lequel on a beaucoup d'empathie, je pense que c'est un peu plus facile, entre guillemets, mettons. Puis on pourrait évidemment nuancer, là, mais dans le cas de la psychose, c'est quelque chose qui peut être perçu comme étant bizarre, dangereux, qu'on comprend pas, ainsi de suite. Puis règle générale, tu sais, la psychose en soi est déjà difficile, le symptôme psychotique est déjà difficile, mais ça va presque toujours venir aussi avec une anxiété face aux symptômes. Ce qu'on peut appeler comme une forme de méta-anxiété, de réaction aux symptômes psychotiques. Tu sais, ah non, j'ai eu ce symptôme-là, ou ah non, le diable me parle, puis là, je sais pas trop quoi. Tu sais, beaucoup d'anxiété qui va venir avec ça. Puis il peut avoir l'aspect de honte aussi, là, tu sais, qui se surajoute. Puis le fait qu'on est vraiment en dehors de ce qu'on pourrait dire une norme sociale, encore une fois, tu sais, c'est plate à dire, mais le cancer, c'est un peu rendu une norme sociale. Tu sais, une proportion élevée des gens, à un certain point de leur vie, peuvent avoir un cancer. Les gens consultent pour ça. La psychose, ça fait moins partie de cette norme-là sociale. Donc, plus de chances de vivre la honte, plus de chances aussi, je dirais, de se sentir pas compris. Parce que justement, tu sais, si on se dit, ben moi, je sens ça, mais tout le monde pense pas ça, ben pourquoi le psychologue, lui, il me comprendrait puis il serait empathique à ça? Donc, souvent aussi, ça va demander du temps, ça va demander de la patience, ça va demander une sensibilité, là. Je pense à un patient, mettons, qui a eu des symptômes hallucinatoires, puis il disait que ça lui a pris, je me sais plus exactement, mais 20-30 ans avant d'en parler, en fait. Puis il n'en avait même pas parlé à sa famille, à quoi que ce soit, là. Il vivait à l'intérieur de lui-même, pris avec ça, pendant des dizaines d'années. Ça, c'est quand même, c'est quelque chose. C'est parce que, mettons, la majorité des personnes vont le voir dans la rue, ils vont dire, c'est un fou. Mais si on voit quelqu'un qui a une maladie, on va dire, il est malade. Exact. Donc, le degré d'empathie, mais on peut comprendre les gens parce qu'ils sont un peu bizarres, ils font des choses bizarres, ils ont l'air bizarres. Mais je trouve que c'est un très bon point que tu soulignes, là. C'est terrible ce que tu viens de dire, là. Mm-hmm. Daniel, est-ce que tu sais c'est quoi la prévalence, le nombre de personnes, le pourcentage de la population qui vont vivre un événement psychotique dans leur vie? Parce que tu dis que c'est moins fréquent que le cancer, mais j'ai comme l'impression, puis je parle peut-être de mon vécu, mais je connais des gens autour de moi. Puis j'ai l'impression que tout le monde connaît quelqu'un autour de lui, que ce soit un ami, un membre de la famille, un collègue, qui a vécu au moins un petit épisode psychotique. C'est quand même présent dans la société. C'est vrai. Puis
De mémoire, là, je n'ai pas la statistique, donc je ne voudrais pas dire de fausses Oui, choses. mais ça m'amène aussi à réfléchir parce que beaucoup d'intervenants, que ce soit un psychologue, un travailleur social, un psychoéducateur, ne va pas nécessairement travailler avec cette clientèle-là, mais ça peut être le frère, la sœur, le parent qui va le vivre, ou ça peut être un client qui ne l'a pas nommé au début, puis là, au fil du temps, ben, il se rend compte que finalement, OK, ben, mon client a vécu des épisodes psychotiques. Si on a parlé de plein de choses tantôt par rapport à l'importance de l'empathie, l'écoute et tout ça. C'est quoi les réflexes qu'un intervenant devrait avoir lorsqu'il est face à un client qui a des proches autour de lui, puis cette personne vit de la souffrance parce que ne sait pas comment réagir. C'est soit dit au début ou en cours de route, on le réalise. Parce que ça touche tout le monde. C'est vrai que c'est une très, très bonne question, je pense que tu poses. Je pense que le premier point qui me vient à l'esprit, c'est un peu comme la question de quelle représentation on porte en société de la psychose. Puis, moi, ce que je peux percevoir, là, c'est que souvent, on voit ça comme quelque chose de un peu... moi, je l'ai souvent entendu, en tout cas, là, mais de génétique qui se traite avec la médication. La personne a fait une psychose, c'est génétique, il y a ça dans sa famille, puis on ne cherche pas particulièrement à comprendre quels sont les éléments qui ont pu mener là, tout ça, puis quelles sont les différentes variables. Parce qu'encore une fois, moi, l'aspect génétique, la médication, ça, je ne remets pas du tout ça en question. C'est des éléments qui font partie, là, je pense, du processus, du traitement, tout ça. Mais je pense que souvent, tu sais, c'est ça, tu sais, on a entendu que quelqu'un avait fait un épisode ou quelque chose comme ça, mais souvent, c'est ça, tu sais, on va se dire un peu, bon, bah, tu sais, il a été à l'hôpital, il prend ses médications, puis ça s'arrête un peu là, souvent, mettons. Je pense que quand je parle de représentation, tu sais, c'est un peu l'idée que, en tout cas, moi, j'amène un petit peu l'idée que, justement, la psychose, c'est un type de problématique parmi d'autres. Puis toute problématique psychologique, pour moi, est associée au fait de vivre des stresseurs, de vivre des émotions qu'on n'arrive pas à réguler, puis de vivre justement un débordement émotionnel. Puis moi, quand je travaille avec un trouble anxieux ou quand je travaille avec quelqu'un qui a une dépression ou peu importe, c'est un peu avec ce même modèle-là de compréhension que je pars, si on peut dire. Donc, pour répondre à la question, je pense que oui, ça fait partie de la vie. Puis, ben, c'est ça. Je pense qu'il faut pouvoir développer une empathie par rapport à ça. Et je pense qu'il faut pouvoir voir, c'est ça, comme une forme de souffrance associée à ça, puis qui est le résultat de, ben voilà, de choses que la personne aura vécues, puis pas que ça, encore une fois, c'est toujours multifactoriel. L'élément génétique peut rentrer en ligne de compte, puis souvent la médication, là, dans les cas sévères, va être nécessaire là, pour venir calmer les symptômes. Mais une fois que le symptôme est relativement calmé, si on peut dire, il n'a pas disparu. Puis là, après ça, c'est là que je pense qu'il faut un peu s'intéresser, tu sais. Puis, mettons, pour un intervenant, justement, de dire, ben voilà, tu sais, l'individu doit vivre des stresseurs, l'individu doit avoir des triggers qu'il n'identifie peut-être pas dans sa vie, qui va faire en sorte que là, il vit telle émotion, il y a tel mécanisme pour gérer ça, puis à un moment donné, ça ne fonctionne plus, puis comme n'importe quel autre trouble, ben voilà, à un moment donné, ça va casser, encore une fois, en guillemets. Tu sais, donc, de le voir comme quelque chose qui n'est pas non plus juste complètement différent, tu sais, Dans le fond, c'est intéressant, hein, parce que c'est comme si tu disais, tu me diras si je déconne, tu veux normaliser. Exactement. Dans le fond, parce que j'aime bien ton modèle théorique. N'importe qui peut avoir des stresseurs qui le débordent, puis qui tombent malade psychiquement, que ça soit peu importe, mais que ça peut être une dépression, un trouble anxieux ou une psychose. Puis il y a quelque chose de, quand on parle de normaliser, ou je ne sais pas que c'est parce que c'est facile là, d'être psychotique, là, mais dans le sens que de le normaliser, puis de faire, de dire, ben, c'est le même processus pour tout le monde, sauf qu'il est plus à l'extrême. Exact. Puis même... Ça, je trouve que ça fait en sorte qu'on n'exclut pas le psychotique, le fou qui peut faire peur, que c'est pas trop. Au lieu de le mettre dans le tour, il est avec nous autres, puis on n'est jamais très loin non plus
dépendant de nos fragilités peut-être qu'on ne soupçonne pas à l'intérieur de nous, puis qui pourraient émerger parce qu'on perd un être cher, un enfant qui tombe, enfin, peu importe. Là. Fait que je trouve ça intéressant d'essayer de la normaliser au sens noble là, de la chose. Là. Tout a été agréé, le psychotique dans la société. Là. Dans le continuum de normalité, je dirais que d'un côté, il y a des types de symptômes très sévères, mais de l'autre côté, il y a la normalité aussi. Il y a l'individu qui n'a pas, mettons, de troubles de santé mentale, mais qui vit des difficultés, qui va vivre des stresseurs, qui va vivre des émotions. Mais dans ce cas-là, c'est que la personne, peut-être, elle s'en rend compte ou elle s'en rend même pas compte, mais on lui a appris dans sa vie, elle a appris à se réguler, à comprendre ses émotions, à trouver des bonnes stratégies qui fait que là, elle ne va pas justement se dysréguler. C'est le même type de travail que cette personne-là a à faire, c'est juste qu'elle est, entre guillemets, mieux outillée. Puis plus on s'en va vers des problèmes de santé mentale complexes et graves, entre guillemets, bien souvent, moins la personne va avoir été outillée, plus il va avoir eu souvent des grands stresseurs, des traumatismes, des choses comme ça, qui vont faire en sorte que la personne elle va utiliser aussi des fois des stratégies puis des mécanismes inconscients là, qui vont être plus sévères puis qui ont risque d'avoir plus de conséquences aussi. Mais c'est effectivement, je pense, très intéressant de pouvoir le normaliser, tout ça. Là, ultimement, on est tous à risque de quelque chose. Puis, des fois, les gens, mettons, me demandent est-ce qu'on est tous à risque de faire une psychose? Moi, je dirais oui puis non. Dans le sens que je pense qu'à un certain point, quand on s'est construit d'une certaine façon, il y a des individus qui vont un peu casser d'une certaine façon, puis ça ne va pas casser en psychose. Donc, la réponse est non. Mais il y a des gens, moi j'en ai vu, puis ça c'est assez surprenant des fois, des gens qui n'ont pas trop vécu de grands stresseurs dans leur vie, en apparence, puis qui ont été capables de se maintenir un peu toute leur vie. T'sais. Puis on voyait qu'il y avait quelque chose qui était un petit peu, qui n'était pas parfait, puis je sais pas trop quoi, mais ça n'a jamais cassé. T'sais. Puis des gens, ça va être à 60 ans là, que ça casse, puis que là boum, là, ça sort. T'sais. La personne a été comme préservée comme toute sa vie. Elle portait ça un peu en elle, elle portait cette fragilité-là. Puis ça va être... c'est pas la norme, mais des fois, on le voit arriver tard. Et ça, c'est la perte du conjoint ou de la conjointe sur lequel la personne s'appuyait, tu sais. Oui, tout à fait, ça peut être un élément. Hein, souvent, on peut voir ce genre de... Puis écoute, je repose la question d'une autre façon, parce que c'est vraiment comment tu l'amènes, là, puis tout ça, c'est super intéressant. C'est toi qui décides des... Je dis n'importe quoi. 3 grands critères que toi, tu dis, ça, là, quand un patient a ces 3 critères-là, ça, c'est des cas complexes. Tu as parlé de la régulation puis tout ça, mais mettons pour le ROF, parce que c'est compliqué, là, hein, c'est complexe, de quoi on parle, là. Ouais. Mettons que c'est toi qui décides, là. La définition, tu dis ça, là, c'est les 3 éléments qui fait que je le sais que j'ai un patient très complexe devant moi. Ce que je dirais par rapport à ça, je pense qu'il y a des patients très traumatisés qui ont dû développer des mécanismes de défense assez sévères, souvent, mettons, de déni de leur, de choses qu'ils ont vécues. Donc, on sent que les personnes portent en eux des traumatismes, on sent qu'ils portent des choses là, qui ont été pas appropriées, là, ils se sont pas appropriés, ils n'ont pas mentalisé certaines choses, mais qu'on ne peut pas trop aller là, parce que c'est très, très, très fragile. Puis là, ils ont créé une forme de défense contre ça, donc ça bloque un peu le travail qu'on pourrait faire pour aller déloger un peu l'émotion, le traumatisme. Puis c'est tellement fragile tout ça qu'on ne peut pas trop le questionner non plus. Tu sais, quand on parlait tout à l'heure, mettons, de pensée psychotique versus non psychotique, il y a des gens que aller vers la pensée non psychotique, ce n'est pas une option. Donc là, c'est sûr que là, ça devient plus difficile de travailler, si on peut dire. Puis des fois, ces gens-là, parce que aussi, ils vont être très fragiles au niveau de leur santé mentale, au niveau identitaire, au niveau des angoisses, on ne peut pas trop aller jouer. Puis une des stratégies que l'inconscient, si on peut dire, des fois utilise là, comme pour s'aider, ça va être la projection. Donc, c'est
pas à l'intérieur de soi, c'est à l'extérieur de soi. Le problème est à l'extérieur. Moi, j'ai pas trop de problèmes. Puis là, si on essaie par contre d'aller à un endroit où non, ça, on peut surtout pas aller là, puis là, ainsi de suite, là, c'est que ça donne très peu de marge de manœuvre, en fait. Donc, c'est un peu ce que j'appelais tout à l'heure, là, comme les cas qui sont égosymptomes, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de distance par rapport à leurs symptômes, ils ne veulent pas le remettre en question. C'est sûr que ces patients-là, il va falloir... Ben, de un, des fois, il y a des gens avec qui on va dire, bon, ben, la possibilité de faire une psychothérapie est presque absente par moment. Parce qu'il faut être réaliste, il faut certaines conditions minimales pour faire une psychothérapie. Des fois, ces conditions-là ne pourront pas être réunies. Donc, il va falloir l'accepter. Puis, des fois, la personne elle pourrait vouloir une psychothérapie, mais finalement, on ne peut pas faire grand-chose. Puis, des fois, ce qu'on peut faire, c'est d'offrir un certain soutien. C'est-à-dire, encore une fois, dans une perspective de régulation émotionnelle, on essaie de travailler certaines choses, ça ne fonctionne pas. Fait que là, ça fait vivre aux thérapeutes, en général, une forme d'impuissance. Puis là, on pourrait aller dans des zones de est-ce que je suis un bon thérapeute, est-ce que je me remets en question, ce genre de choses-là. Ça demande en tant que thérapeute de se réguler. Ça demande d'accepter une forme d'impuissance. Puis des fois, ça demande de ne pas le prendre personnel, puis de dire, ben j'ai tenté des choses, puis je dois être réaliste qu'avec cette personne-là, présentement, c'est très limité ce que je peux faire. Donc, je vais arrêter de forcer. Je ne vais pas comme... Blesser le patient là, à force d'idée qui n'est pas correct. Exactement. Ça ne va servir à rien de l'invalider, ça va servir à rien d'aller comme à contre-courant. Mais par contre, moi, je me souviens, mettons, de situations où ça m'est arrivé de dire, mais là, on accepte cette situation-là. Mettons, je pense à une situation où il y avait un très gros délire, mettons, puis la personne, pour elle, ce délire-là, il était... c'était sûr à 100% que c'était comme ça. Là. Il n'y avait absolument rien à faire. La question, c'est, je vois que vous vivez ça, cette situation-là, qui pour vous est vraie. Puis on n'a même pas le besoin de le mentionner. Vous vivez cette situation-là. Je vois que ça vous fait vivre beaucoup de détresse. Vous êtes prise avec ça, vous êtes victime de ça. Comment on peut vous aider? Comment on compose avec ça, au fond? T'sais? Puis c'est là que, en acceptant des fois, justement, le symptôme, le délire, ben, on va pouvoir aider la personne à quand même mettre en place dans sa vie certaines stratégies, justement, pour qu'elle puisse composer avec les émotions que ça génère. Puis des fois, ça va aller jusqu'à travailler à accepter l'injustice qu'elle vit. Parce que des fois, les gens, encore une fois, ça c'est particulier de dire ça comme ça, mais ils sont fâchés de vivre ça. C'est une injustice. Comment ça peut m'arriver à moi? T'sais? Puis là, des fois, dans le travail, on peut arriver jusqu'à ça, ben oui, hein, c'est vraiment très frustrant, puis vous avez pris plein de moyens, et puis ça part pas, cette affaire-là, tu sais. Mettons, je donne un exemple, tu sais, un individu se sentait aux prises, là, avec une persécution, mais qui était comme... c'était des ondes, en fait, là, tu sais. Donc, il y avait des gens qui le persécutaient à travers des ondes, tu sais. Lui, il est pris avec ça, puis persuadé que c'est ça, puis c'est ça, c'est pas de la schizophrénie, ainsi de suite, tu sais. Puis là, ces gens-là, mal intentionnés, tu sais, sont vraiment motivés à le faire souffrir, là, tu sais. C'est très frustrant quand même, là, tu sais, de se représenter ça, là, tu sais. Puis là, la question, c'est, est-ce qu'on peut faire quelque chose par rapport à ça? Puis là, on explore. Puis si à un moment donné, on se dit, on peut rien faire par rapport à ça, tu sais, c'est malheureusement, là, vous êtes pogné avec ça, tu sais. Est-ce qu'il ne faut pas arriver à l'accepter en quelque sorte? T'sais? Faire le deuil. Faire le deuil, ça va peut-être pas changer. Puis souvent, ça a l'air drôle à dire, mais le fait comme d'arriver à accepter, de dire « je suis pogné avec ça, ça ne va pas s'en aller, je dois faire le deuil de quelque chose d'autre », ça va venir calmer quelque chose. Parce que souvent, il y a le symptôme est souffrant, mais la réaction par rapport aux symptômes est souvent aussi souffrante. Donc, j'ai un symptôme, je subis ça, mais je suis tellement fâché, je ne l'accepte pas, la vie ne vaut pas la peine d'être vécue, comment ça se fait que moi je vis ça, le sort s'acharne sur moi, ainsi de suite. Tout ça, c'est une tension émotionnelle, là. Tu sais, j'aurais le goût de dire, mettons, si je le quantifie, là, c'est comme si, mettons, le symptôme me fait souffrir à 6 sur 10.
Mais si je rajoute toute la réaction, puis la frustration, puis l'injustice, je suis rendu à 9,5. Fait que ça, c'est une marge sur laquelle on peut travailler. Puis des fois, on va juste se dire, ben, on va pas ramener ça à 0. Mais si tout le processus de deuil, puis d'acceptation, puis de régulation, de comment on compose avec ça, nous permet de descendre de 9,5 à 6, ben, on a fait une pas mal bonne job au final, là, tu sais, puis le patient va le ressentir aussi, là. Puis même, je t'écoutais, je pensais à Freud, quand il dit, dans le fond, quand tu le valides en disant, même si nous, on se dit, il délire, qu'il y a une injustice, mais encore l'empathie qui fait que vous vivez une injustice, c'est probablement, je fais une hypothèse, probablement quelque chose d'une grande injustice dans son enfance qui est installé dans le délire. Alors, même si tu lui dis pas, votre père a été tellement injuste avec vous parce que c'est impossible d'aller là, Exact. mais tu lui dis, aujourd'hui, c'est tellement terrible ce que vous vivez, donc tu es empathique, tu le reconnais, il peut faire un petit peu de deuil, puis tout ça, parce que tu as validé quelque chose qui, dans le fond, a résonné dans le fond de son enfance, puis peut-être 40 ans plus tard, trop tard, mais pas trop tard pour qu'il puisse recevoir ta posture, ton intervention. Tu sais. Fait que c'est pour ça que je pensais à... Des fois, on peut le faire juste dans le présent sans faire le lien avec le passé parce qu'ils sont pas équipés pour le faire, je vais dire ça comme ça. Exactement. Fait que là, je trouve ça vraiment intéressant comment tu l'as formulé, là. Ben, là, tu vas dans une zone, justement, comme un peu psychodynamique, mais c'est l'idée que un enjeu qu'on s'est pas approprié, Qui n'est pas appropriable, des fois. qui n'est pas appropriable, tu sais, souvent, mettons, quand on parle de la psychose, on va se référer au déni. Le déni psychotique, c'est un clivage. C'est qu'il s'est passé quelque chose, puis on peut tellement pas se l'approprier, que c'est comme si on le met à l'extérieur de soi. Fait que c'est pas en nous, ça n'existe pas, mais c'est là, puis il y a une tension émotionnelle là, qui n'a pas été vécue, puis qui va chercher à revenir. T'sais. Puis, dans l'idéal, puis c'est ce que Freud dit, si on arrive à aller là, puis qu'on déloge la tension, ça va la faire baisser, puis souvent, ça va soulager le symptôme. Mais dans des cas où il y a du déni, puis il y a des très forts mécanismes, on ne peut pas aller là. Par contre, comme tu as dit, justement, le symptôme, il se répète. Freud parle de la compulsion de répétition. Le symptôme, il va chercher à revenir, il va chercher à être mentalisé, il va chercher à être entendu, à être approprié. Puis là, si dans le présent, justement, on peut voir qu'il y a quelque chose du passé qui est là, bien, en l'adressant dans le présent, c'est une façon de récupérer en quelque sorte là, l'enjeu. Là. Daniel, c'est quand même... Je pense que c'est venu tous nous happer un peu l'empathie que tu as envers les gens qui vivent un événement psychotique. Toute l'écoute, toute l'empathie que tu as vers ça, c'est vraiment beau. Tu tires où cette passion-là envers les gens qui vivent des événements psychotiques? Qu'est-ce qui t'anime face à eux? Question intéressante. Je pense plusieurs choses, en fait. Bon, premièrement, il y a comme des éléments un peu du hasard, là, je pense, qui m'ont amené dans ce département-là, mais j'avais déjà quand même travaillé avec ces patients-là avant. Je pense que je suis une personne qui a besoin de beaucoup de stimulation en général. Je pense que je me stimule de différentes façons. Puis, dans ma pratique, je trouve ça intéressant de la variation. Dans ma pratique privée, j'ai des patients que je qualifierais comme des très performants, avec des très bonnes capacités de mentalisation. Puis ça nous amène dans une zone où est-ce que justement, on peut aller vraiment en profondeur pour prendre conscience de plein de choses puis faire du très, très, très beau travail. Puis c'est comme si, pour moi, mettons, de travailler avec des clientèles plus sévères, puis que ça peut être les troubles de personnalité, mais là, les troubles psychotiques, c'est vraiment un autre défi, dans le sens que c'est comment tu composes avec des gens qui ont des traumatismes, des gros mécanismes de défense, beaucoup de limitations. C'est comme si, là, ça devient plus une forme de casse-tête, si on peut dire. T'sais. Puis il y a le défi, justement, de comment arriver à créer un lien, comment arriver à travailler, puis arriver à aider cette personne-là qui est aux prises avec quelque chose qu'elle ne comprend absolument pas du tout, puis qui, souvent, les gens, là, ils ont très, très peu de ressources, puis les ressources là, pour les troubles psychotiques là, en psychothérapie, c'est très, très peu développé, puis en psychologie aussi, je dirais que c'est quand même un type de
trouble, un peu le trouble qui est le moins bien compris, puis qui est quand même moins étudié que d'autres troubles, là, avec des études de clinique qui montrent des moins bons résultats aussi. Là, Freud, à l'époque, dans la psychanalyse, il y avait un peu l'idée qu'on ne pouvait pas les traiter, en fait, là, ces patients-là. Donc, je pense que quand même, il y a beaucoup de choses qui ont évolué avec le temps. Puis donc, bref, c'est ça. Il y a tout ce défi-là, en fait. Puis je le mentionne comme ça, mais je pense aussi que dans nos services de santé, là, il y en a très, très peu là, de services psychologiques pour ces individus-là. Donc, moi, je suis très content là, de pouvoir faire ça, là. En tout cas, ben, merci. En effet, je pense que c'est super important d'avoir des gens qui se passionnent et qui vont au bout des choses par rapport à ce type de clientèle-là. OK, merci beaucoup, Daniel. C'était un plaisir de te recevoir. Puis je pense que tu nous as tous éclairés par tes connaissances et ta passion. Ben, merci à vous. Merci.